Alex est né en 1978, lui aussi est Supélec, il a l'Imperial College également de Londres, et tu as commencé dans le conseil, pas au BCG, mais pendant 4 ans en Allemagne. Tu étais chez qui et tu faisais quoi, Alex? J'ai commencé dans le conseil chez Booz Allen Hamilton, qui a été racheté par PwC, conseil en stratégie classique, on vient, on fait un petit truc et on repart rapidement. Ouais. Et très rapidement, je me suis dit, mais en fait, c'est pas assez satisfaisant, il faut aller à la concurrence, il faut aller avec le client, donc consumer marketing. Alors, direction après Vodafone pendant 18 ans. Ouais. Donc là, tu as beaucoup voyagé, comme pas mal de Français. Ça donne une personnalité que je trouve personnellement particulièrement attachante. Alors, un souvenir professionnel et perso sur les différents pays, certains des pays dans lesquels tu as officié, Malte. Malte, en fait, déjà, tous les pays, un enfant par pays, c'est ça la norme. Tu as 5 enfants? Non, quand même pas, mais bon. Presque. Donc Malte, extraordinaire, parce que Malte, quand on parle avec les Maltais, ils vont nous dire Malte, c'est le centre de l'Europe. Parce que c'est eux qui ont défendu contre l'invasion turque, dans 1500, etc. Donc une perspective historique assez intéressante. Et côté boulot? Côté boulot, moi je croyais que vivre dans le sud, ça voulait dire un peu de farniente, laziness. Et en fait, c'est des populations que j'ai découvert qui ont cette capacité à travailler très dur et à 6 heures à être sur la plage et passer un super temps. Ouais. C'est une culture que j'apprécie beaucoup. Alors, sur la plage, en Angleterre, c'est plus compliqué, non? Beaucoup plus froid, une culture très différente, évidemment, hein, mais aussi une douzaine d'années à Londres. Typiquement, à Londres, il y a 2 techniques. Soit tu es zone 1, et vraiment classique, bien français, zone 1, ou sinon tu es à l'extérieur. Je suis resté zone 1 toute ma vie. La Hongrie. Alors, j'ai vécu, les grands démocrates. Ouais, j'ai vécu en Hongrie, et la Hongrie, moi je croyais que c'était l'Europe de l'Est, et c'est pas, c'est l'Europe centrale, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était une expérience où tu vis dans l'histoire. C'est-à-dire que les gens qu'on rencontre, ils ont tous vécu la Russie, la présence russe sur le sol. On va rencontrer des gens qui vont me dire, dans mon village, j'étais le seul à avoir une paire de baskets, et je la sortais que le dimanche. Ils vont nous dire, s'ils parlent anglais aujourd'hui, hein, c'est parce que mon père me donnait des cours d'anglais dans la cave 4 ans avant la tombée du mur, parce qu'on savait bien que ça allait tomber, mais c'était interdit, donc j'ai appris l'anglais comme ça. D'autres, un collègue qui disait, mais moi j'étais étudiant avec Viktor Orban, et je militais avec lui pour faire partir les Russes. Donc des histoires extraordinaires où on touche l'histoire en fait. La Turquie. Alors la Turquie, les années Erdogan, encore d'ailleurs aujourd'hui, mais très compliqué. J'ai vécu le Covid là-bas, hein, et j'ai trouvé leur réflexion assez intéressante. Hein. Ils avaient un confinement qui était très différent d'une autre, un confinement où c'était les grands-parents et les enfants confinés, hein, mais par contre tout le monde travaille. Et c'est aussi mon expérience en Égypte où finalement on a issu en France une valorisation du travail qui était très différente pendant le Covid. Hein. Tout s'est arrêté économiquement. Dans ces pays, ça n'est pas possible. La vie économique ne peut pas s'arrêter parce que les gens sont payés cash à la fin de la journée. Hein. Donc travailler, c'est nécessaire pour la survie. Donc c'est que des économies qui ont continué non-stop. Depuis le 1er janvier 2023, donc tu as atteint ton nirvana professionnel en intégrant Verisure. Ça y est, tu es l'homme le plus heureux du monde, quoi. Alors déjà, revenir en France et voir tous ces Français, quand on est Français mais qu'on n'a pas vécu longtemps en France, ça fait quoi? Facile. Il faut juste s'habituer à Paris, les premiers jours, le nombre d'accidents de vélo que j'ai vus, le nombre d'engueulades. Mais c'est insupportable les vélos à Paris. Incroyable. C'est insupportable. Alors donc ça t'a plu sinon Ouais, non, il y a quelques protégés Verisure, et donc en fait je suis rentré pour vraiment rejoindre une entreprise à mission. Hein. On a une mission très simple, hein, c'est People Protecting People, hein, et on est convaincu hein, que le sentiment d'insécurité est fort et croissant en France, on le sait tous. Hein. Mais il y a des risques vraiment très réels, il y a des risques d'intrusion, il y a des risques d'incendie, il y a des risques de squat pour ta résidence secondaire. Hein. Et il y a de plus en plus en fait, de risques d'accidents domestiques, typiquement de santé, etc., pour les personnes âgées. Hein. Et on a un vrai rôle d'aller finalement protéger, oui, certes, des bâtiments, etc., mais des vies. Et c'est ça qu'on fait. Vous nous connaissez peut-être par les pubs, et on va parler de cambriolage, mais la réalité, c'est que tous les jours, actuellement, on protège 4 vies. Il y a 4 incidents par jour, hein, où la vie est en jeu. Ça peut être un incendie de nuit, ça peut être une bagarre dans un bar pour des PME, et on intervient pour sauver des vies. Et c'est top. Et la petite histoire, il y a 2 semaines, j'étais en télésurveillance, parce qu'on a des équipes 24 heures sur 24 qui télésurveillent nos protégés. Hein. Et j'ai assisté à une prise d'otage en live
d'une fromagerie dans les Pyrénées, un truc de fou. Hein. Une fromagerie dans les Pyrénées, ouais, c'est un truc de fou. Et en fait, c'est ça finalement notre métier. On va penser au cambriolage, petit cambriolage. C'était quoi le problème? Il y a des problèmes sur le camembert? C'était quoi le... Non, mais je ne vais pas dire dans un cas particulier, mais ça faisait un peu film américain finalement, avec la police, les images, etc. Mais ça prend tout son sens parce que finalement, la fromagère, elle a été sauvée. Quoi. Ouais. Grâce à Vérissure. Ouais, ça. Ouais. Alors, tu fais de la pub tout le temps, là. Est-ce que tu es dans un business qui nécessite en permanence de la pub? C'est un peu comme j'aime, là, on les voit tout le temps, là. Toi, c'est Vérissure tout le temps. Ouais. Si demain, tu arrêtes pendant 6 mois de faire de la pub, on t'oublie? C'est pas qu'on nous oublie, hein. C'est que aujourd'hui, il y a peut-être certains d'entre vous qui vous dites c'est maintenant que j'ai besoin de me protéger, j'ai un besoin de sécurité plus fort actuellement, hein. Peut-être parce qu'il y a un voisin qui a une histoire, etc. Et vous allez penser à nous, et vous allez m'appeler, et peut-être ce soir, etc. Mais si demain, on n'est pas à la télé, on va dire pendant 3 mois, hein, vous aurez peut-être à un moment à nouveau ce sentiment d'insécurité, hein, mais on ne sera pas top of mind. Donc c'est vraiment du marketing classique d'être top of mind au bon moment. Tu as créé également une assoce? Ouais, j'ai créé l'association Vérissure depuis 1 an, hein, parce que dans cette mission de protection, hein, d'autres cas un peu sensibles, on a des boutons SOS sur toutes nos alarmes, hein, et des cas sensibles, en fait, c'est des violences intraconjugales. Et donc on prend beaucoup de SOS ou dans les situations assez horribles, je casse l'ambiance, hein, bien sûr, tu casses l'ambiance. De cris, etc., de violences dingues. Évidemment, on intervient avec les forces de l'ordre pour la protection immédiate, mais j'ai envie de dire, le boulot de l'entreprise s'arrête là. Parce que c'est ça la relation commerciale que l'on a. Et on s'est dit, mais en fait, dans notre mission, on veut aller plus loin. Et événement, hein, on va pouvoir accompagner la femme, souvent la femme victime. Et donc l'association Vérissure fait ça, va aider cette femme, l'accompagner de façon juridique, financière, etc., pour s'en sortir finalement. Alors, quand tu entends tout à l'heure les bureaux du cœur, est-ce que toi, tu as envie de dire, je vais rejoindre les X entreprises qui sont partenaires? Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'on en parlait parce que je les connaissais, parce qu'on s'est renseigné, on n'est pas allé au bout du projet, et donc c'est l'occasion de reprendre avec Kinda. Oh. Mais ouais, c'est top, c'est vraiment top, et je pense que c'est une belle opportunité. On a en France 3 énormes sites. En fait, on a les plus grands sites de télésurveillance de France. Donc, c'est des sites qui sont presque des blocos, en fait, donc ultra sécurisés, avec du 24 heures sur 24. Donc, les conditions sont en fait plutôt bonnes. Et alors toi, donc tu es là depuis un peu plus d'1 an en France, et tu supportes le PSG. Et ben, en rentrant, je me suis dit, il faut s'y mettre, quoi. Il faut s'y mettre. Donc tu es très heureux depuis hier, non? Tout se passe bien, là, on y va, là. Il y a une vraie équipe, quoi. Vachement, enfin, vous qui suivez un peu par rapport à l'année dernière. Qui supporte le PSG, là, pour voir, là, c'est... Qui supporte l'OM? Qui supporte l'OM ici? Bon, tout ça pour dire que la fin de saison de l'année dernière était déprimante, vraiment déprimante. Ouais. Et là, c'est que du bonheur. Alors, Alex, tu aimes bien les bonnes choses, hein, tu aimes bien la gastronomie, le vin. Ton meilleur souvenir de resto, de cuisine qui t'a marqué en dehors de la France? Et côté vin, contrairement à nous, qui allons plutôt avoir des pensées françaises, toi, quand tu parles de vin, de plaisir, de grand vin, tu peux aller même du côté de la Hongrie avec, pourquoi pas, les Tokaï, quoi. Ouais, donc j'ai vécu à peu près 5 ans en Hongrie, découvert les Tokaï, je trouve ça juste extraordinaire. Et c'est comme toute histoire, c'est jamais que le vin. C'est l'expérience qu'on en a fait, la visite viticole, les relations avec les producteurs. Et toute la Hongrie est tournée vers ces vins, une fierté nationale. C'est merveilleux. Et donc c'est juste extraordinaire. T'as compris l'histoire des Poutonnios? Parce que moi, j'ai entendu 40 fois, j'ai jamais compris. Hein. On en parle au dîner. On en parlera tout à l'heure, quoi. Ouais, donc on est en partenariat avec Femmes Avec, qui est une association spécialisée fondée par Muriel Reus sur cet accompagnement finalement des femmes de victimes. Et la façon dont nous on s'y prend pour l'instant, c'est de dire, quand en centre de télésurveillance, et il y en a à peu près chez nous 10 par mois de cas graves où on intervient, est-ce que ces 10 par mois, on peut les accompagner? C'est comme ça qu'on s'y prend. Donc à l'origine, c'était ça. Et donc on a lancé, évidemment, fierté en interne. Et ce qu'on s'est rendu compte, on est une entreprise de 4000 personnes, c'est que ce n'est pas que à l'extérieur, évidemment. Et donc finalement, on a quand même pas mal de cas aussi en interne de femmes collègues qui ont levé la main en disant « mais moi aussi j'ai besoin d'aide ». En fait, moi, je montrais où il y a un esprit entrepreneurial de dingue, et le plus grand esprit entrepreneurial que j'ai vu, c'est la Turquie, en fait. Ouais, non, mais vas-y, précise, parce que... Non, parce que c'est des cultures ultra digitales, en tout cas, moi, c'est celle que j'ai vécue, des cultures ultra digitales où la capacité à faire du business, à rebondir, à évoluer, à piquer des concepts à l'international et les répliquer très vite, est très, très forte.
et c'est des pays qui ont la taille critique, la Turquie, l'Égypte, des pays où on parle de 50, 100 millions de consommateurs. Donc la capacité avec un seul produit d'aller vraiment rechercher un énorme marché est dingue. Tu imagines bien que la régulation, c'est pas tellement un sujet là-bas. Hein. Donc voilà, donc il y a plein d'opportunités. Ouais, alors, ça dépend de chaque marché, hein, parce que chaque marché est régulé différemment. Donc nous, on est régulé par le ministère de l'Intérieur, par exemple. Donc ça donne une carte géographique différente. Donc en Belgique, par exemple, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Très peu. En France, c'est ultra concurrentiel. Hein, et nos concurrents, en fait, historiques, hein, c'est des petits électriciens, et énormément de petites PME qui ont installé une alarme souvent filaire dans les années 80, hein, qui ont un petit site de télésurveillance, et ils protègent peut-être 500, 1000 protégés dans une région, et c'est extrêmement localisé. Hein. Donc c'est beaucoup de petites PME finalement le font. Et donc nous, on est leader du marché, mais ce n'est pas un marché du tout concentré, c'est un marché extrêmement dilué. Alors, il y a deux technos qui sont hyper sympas, qui sont actuellement, vous les avez peut-être vus en pub. La première, c'est le Wi-Fi Vision. C'est une techno un peu exclusive où, en fait, on lie les ondes radio et les ondes Wi-Fi dans une maison. On a tous du Wi-Fi, il y a du Wi-Fi ici, il y a des ondes qui travaillent, qui se baladent. Et quand il n'y a personne dans la maison, les ondes sont hyper stables. Dès qu'il y a mouvement, hein, les ondes sont perturbées. Et en fait, on peut lire la perturbation et en déduire est-ce qu'il y a une présence, est-ce qu'il y a plusieurs personnes. Et je pense dans le futur, et ce n'est pas encore aujourd'hui, on pourra dire est-ce qu'une personne est tombée. Et donc là, on arrive vraiment sur la techno assez puissante pour pouvoir faire de l'aide à la personne. Alors, Verisure, c'est une boîte internationale. En fait, on est présent dans 17 pays. Hein. On est leader international sur notre segment. Hein. Et on est une boîte d'entrepreneurs, c'est-à-dire que chaque pays, c'est vraiment du greenfield où quelqu'un part avec sa valise et va installer notre produit, notre méthode de vente, etc. Et cette année, on va ouvrir le Mexique. Au Mexique, ouais. Et donc ça veut dire que dans 10 ans, la boîte, qui sont les actionnaires, d'ailleurs, on peut peut-être rappeler C'est un fonds de private equity qui s'appelle Hellman & Friedman. D'accord. Et c'est quoi la rentabilité d'une boîte comme ça, là, dans la sécurité, où il y a un président en France qui est très sympa? Jamais assez, je sais pas. Jamais assez. Non, mais la rentabilité, elle est bonne, quand même. Il y a une notion de récurrence, il y a des... Ouais, donc on a un business model en fait qui est très lourd à l'acquisition, hein, d'où publicité, le fait qu'on ait énormément d'hommes sur le terrain qui vont à la visite de l'individu de la maison. Donc le coût d'acquisition est gigantesque et c'est pour ça après qu'on a un abonnement sur la durée, tout simplement. Non, mais complètement, le Saint Graal, c'est de pouvoir dire, c'est vraiment la détection anticipée. Hein, et je pense que de toute façon, avant de parler de IA, d'heures de la nuit où ça va se passer, où on le sait très bien, c'est juste tout simplement d'améliorer énormément la protection extérieure pour que, grosso modo, dès le jardin, on puisse dire il y a intrusion et en fait mettre en fuite dès ce moment-là. On pense que l'IA c'est le futur, mais en fait c'est déjà présent. Aujourd'hui, on traite à peu près 12 millions de signaux d'alarme par année en France. Donc il y a 12 millions de problèmes à régler. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a 12 millions de cambriolages. Ouais. Donc le traitement ultra efficace et prédictif de tout ce qui est en train de se passer dans une maison, c'est au cœur du sujet, et l'IA, c'est l'outil par excellence pour pouvoir analyser plus rapidement. Ceci dit, après, l'humain, nous on croit énormément dans l'humain, tout simplement parce que vous allez confier votre sécurité individuelle à une entreprise, ok, mais quand on parle d'histoire d'incendie, d'accident, votre mère, etc., avoir un humain, c'est quand même ultra important. Ouais. Bon, merci à Alex, merci également à nos 4 premiers intervenants. On peut les applaudir très chaleureusement et on passe à table maintenant. Bravo, bravo.